Bonjour Madame Guillaume. Bonjour. Avant tout, je vous remercie de votre accord pour cette interview de la part de tous les grands voix, de la part de notre association. Et ma première question, c'est comment vous êtes intéressée aux questions européennes? Je fais partie d'une génération qui a toujours vécu avec l'Europe et qui a toujours vécu avec l'Europe en paix. C'est quelque chose, je crois, de très important peut-être pour la suite de notre dialogue parce que c'est une valeur très importante. Et puis, voyez-vous, il y a quelques minutes de cela, aujourd'hui, en ce 11 novembre, on était réunis en mini-session et on a commémoré les 20 ans de la chute du mur de Berlin, avec notamment un discours de Václav Havel qui est venu parler devant le Parlement. Alors évidemment, quand moi je pense à mon engagement européen et à ce que ça évoque pour moi, je ne peux pas passer sous silence cet événement majeur, moi qui n'ai pas connu de guerre en Europe, je ne peux pas passer sous silence ce moment tout à fait particulier de la construction européenne, qui a été la chute du mur de Berlin et la reconstruction d'une Europe qui n'était plus scindée en deux. Donc il faut chercher cet engagement dans cela, dans ces perspectives qui se sont ouvertes pour la jeune femme que j'étais à cette époque-là. Mais je dirais que c'est une sorte de bain dans lequel des gens de mon époque ont vécu, avec les premiers échanges avec des lycéens, des collégiens, des pays européens, tout ce qu'on expérimentait comme élèves. Donc c'est à la fois des moments très forts et puis une sorte de pratique régulière, un bain d'Europe depuis qu'on est petit. Merci beaucoup. Comment voyez-vous évoluer la construction de l'Europe à court, moyen et long terme? On est dans un moment particulier en ce moment. Alors moi je suis une députée européenne récente, puisque j'ai été élue en juin 2009. Et je le suis dans un moment où on est en train de valider un nouveau traité, où on est évidemment, d'un point de vue institutionnel, en train de changer et le président de la commission, ça s'est fait, et de reconstituer une autre commission avec l'arrivée du traité de Lisbonne et donc des changements institutionnels assez profonds. L'arrivée dans le paysage institutionnel d'un président du Conseil qui soit un président fixe, l'arrivée dans le paysage institutionnel du représentant pour la politique extérieure. Donc je dirais que ce moment-là, il témoigne à la fois d'une meilleure représentation de l'Europe, d'une meilleure identification de l'institution européenne, et donc nécessairement de nouveaux enjeux, de nouvelles perspectives et de nouveaux défis concernant une équipe, celle de la Commission. Je viendrai sur le Parlement dans un instant. Et donc je crois que c'est pour le moment un passage qui a été compliqué à surmonter, avec un certain nombre de réticences de certains nombres de chefs d'État, dont le président tchèque encore jusqu'à il y a quelques jours. Donc je crois qu'on est dans le temps et sur le court terme. On vient de passer un certain nombre d'épreuves compliquées. Et sur le moyen terme, je crois que du coup, ces changements, ils donnent déjà au Parlement des responsabilités supplémentaires et aux parlementaires des droits et des devoirs, bien sûr, mais des droits et des obligations complémentaires. Il y aura de plus en plus de décisions qui vont être prises en codécision, donc les pouvoirs des parlementaires européens, donc l'identification démocratique de l'Europe aura de plus en plus de pouvoir. Donc je crois que l'enjeu c'est ça, c'est d'avoir comme base, comme fondamentaux les questions de paix, les questions de démocratie, les questions de réconciliation européenne, et d'avoir comme perspective maintenant le moyen d'approfondir cette construction, qui est une construction à la fois originale, qui est la seule construction démocratique en Europe. Le Parlement, c'est la seule construction démocratique qui existe, réellement démocratique. Pardon. Comment, à l'avenir et dans le moyen long terme, on fait en sorte que cet espace de dialogue et d'échange continue d'être réellement efficace et ouvert, et puis comment on donne des perspectives aussi à la jeunesse, au monde qui va se construire demain, comment on arrive à surmonter les difficultés, qu'elles soient d'ordre du développement durable ou de la crise économique ou des migrations. Donc ce sont ces objectifs-là qui, je crois désormais, avec cette nouvelle construction, ces nouvelles bases
constitutionnelle vont nous donner des perspectives intéressantes. Merci. Et comment voyez-vous le rôle de la France dans la famille européenne ? Moi, j'aimerais que la France soit à sa juste place. Disant ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un peu tendance de temps en temps à être considérés, les Français, à la fois les parlementaires et puis aussi les chefs d'État ou de gouvernement, un peu comme des donneurs de leçons. Je le dis sans critique excessive, mais j'ai ressenti cela quand je suis arrivée ici et je l'ai mesuré comme actrice politique depuis quelques années. Donc la France, avoir sa juste place, ça veut dire qu'il faut considérer que nous sommes un des pays majeurs du début de la construction européenne et que de fait nous avons une responsabilité particulière à continuer d'être un des moteurs importants de cette construction européenne. En même temps, la France ne doit pas être ce que j'ai indiqué juste avant, c'est-à-dire c'est une espèce de coq qui essaye de donner trop de leçons à tout le monde. Nous avons quelquefois des bonnes idées, parfois des un peu moins bonnes, et il faut que la France continue de confronter ses valeurs, ses convictions avec celles d'autres plus récents, de membres un peu plus récents, et des membres qui aussi ont une importance capitale dans la construction européenne. Donc n'être ni un coq, ni effacé, mais un moteur à sa juste place, qui sait son poids, mais qui en même temps ne peut pas donner de leçons à tout le monde. Et j'ajoute un dernier mot qui me paraît important, toujours si je fais référence à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect constitutionnel et institutionnel, je crois que la France doit continuer d'avoir cet équilibre entre une part d'intergouvernemental, en raison du moteur qu'elle est, avec l'Allemagne notamment, mais pas seulement, et en même temps marcher sur son deuxième pied qui est réellement une méthode communautaire, une construction réellement communautaire. Merci beaucoup. Et quel est votre rêve de l'Europe ? Oh, mon rêve d'Europe, j'aurais des rêves d'Europe. Moi, j'aurais d'abord le rêve d'une Europe qui s'incarne un peu mieux et un peu plus clairement auprès de la population. On a vu une très grande désaffection des électeurs européens partout, en France beaucoup, mais partout, une très grande désaffection au moment des récentes élections. Donc on a senti qu'il y avait un désenchantement, sans doute une mauvaise connaissance. Moi j'ai fait campagne dans le sud-est, donc j'ai bien vu qu'on avait à la fois une vocation à proposer des idées, et on avait aussi beaucoup de pédagogie à faire quand on est en campagne, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui échappent aux gens. Et c'est normal, parce que l'Europe, c'est compliqué. Donc, mon Europe idéale, elle est une Europe qui est plus lisible, qui est plus compréhensible et qui est plus proche du citoyen. C'est-à-dire qui sait réellement s'approprier ce qui se passe et réagir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut simplifier à outrance les problématiques, parce que c'est vrai que cette simplification n'a pas d'intérêt au fond. Il faut la rendre plus claire. Il faut rendre plus claires ces problématiques et donner un meilleur accès aux enjeux européens. Et puis je dirais que mon deuxième rêve de l'Europe, c'est qu'elle soit également efficace sur les grandes politiques. Si on reprend ce court moyen long terme dont on parlait tout à l'heure, parce que je crois que ces trois items traversent ces moments-là, c'est l'efficacité en matière économique, bien évidemment. L'Europe a été un facteur fondamental de prospérité au cours des quelques 30 ou 40 dernières années. Comment elle surmonte la crise économique et financière qui a été la nôtre et qui se traduit maintenant par une crise sociale et une crise de l'emploi. Donc, quels moyens elle se donne pour réellement maintenant reprendre le dessus et reprendre le dessus ensemble de façon communautaire. Donc, comment on relance, comment on apporte de vraies solutions aux gens d'un point de vue économique. Deuxième item qui, moi, me paraît transgresser les époques aussi, c'est la question, même si maintenant c'est un peu plus appuyé, un peu mieux connu, c'est la question, c'est la question du développement durable et de la manière dont on perçoit à la fois la croissance verte, la qualité de la vie, la qualité de l'air, cette façon de percevoir que ce qu'on fait maintenant a un impact déjà
pour les 10, 20, 50, 100 et plus années qui viennent. Donc comment on se saisit des enjeux actuels et comment on prend les bonnes décisions, par exemple au moment du sommet de Copenhague en décembre. Cette question de l'écologie, du développement durable, de la croissance verte, est à mon avis tout à fait symbolique dans les enjeux d'avenir. Et puis je dirais que parmi beaucoup d'autres, mais s'il faut les classer, je dirais que la question des migrations, de l'asile, de l'équilibre entre la nécessaire sécurité et l'humanité et l'ouverture de l'Europe, la question de l'équilibre entre la fermeté et l'ouverture à ceux qui considèrent que notre continent est un Eldorado. Je crois que toutes ces questions, tout ce qui est porté au travers de ces questions est très important. Et moi, ça fait partie des questions qui me passionnent, sur lesquelles je me suis engagée au niveau européen. Donc, je crois que c'est très important. Très bien. Et ma dernière question, que craignez-vous pour l'Europe ? Un peu en miroir tout ce que je viens de dire. Voilà, quand on me pose la question de mon Europe de rêve, eh bien, ce que je crains est exactement l'inverse de ce que je viens de dire par nature. Ma crainte, c'est l'exacerbation, c'est le risque d'exacerbation qui n'est jamais très loin des nationalismes, le risque de la restriction des esprits sur la construction européenne. Je vous donne un exemple concret. À l'occasion des élections européennes de juin dernier, on a vu réapparaître de façon très appuyée au sein du Parlement des parlementaires qui sont ouvertement europhobes, ouvertement hostiles à la construction européenne et qui, pour certains d'entre eux, ont une attitude totalement inqualifiable, y compris au sein du Parlement. Donc, ils sont à la fois réfractaire à l'idée même de l'Europe et donc réfractaire à cette construction et à cette méthode communautaire. Donc voilà, le risque il est là. C'est si l'Europe ne porte pas suffisamment d'attention à ne pas laisser sur le bord du chemin des pays qui vont moins vite mais qu'il faut aider à ne pas ne porte pas suffisamment d'attention à ne pas s'affranchir d'un certain nombre de règles communes, je crois que chacun se sentira libre de faire à peu près n'importe quoi et à freiner les choses. Je le redis, l'attitude du président tchèque, même si au final tout le monde a attendu qu'il passe à l'acte sur cette signature, a quand même été le stigmate d'une Europe du passé et qu'il faut dépasser. Je vous remercie, madame. Merci. Merci.